Dans les rues de Yaoundé, le silence n'est plus paix, mais fatigue, épaisse comme la nuit qui refuse de finir. Chaque vote répète le passé, chaque promesse ressasse son mensonge. Et pourtant, lentement, la peur recule. Jusqu'où ira l'étincelle venue du Burkina Faso, celle qu'Ibrahim Traoré a changée en cri de souveraineté, quand les foules comprennent que l'attente est déjà une reddition? Car lorsque la conscience s'embrase et refuse de dormir, même les empires apprennent la douleur d'un peuple réveillé. Le Cameroun se réveille au bord d'un miroir brisé, démocratie proclamée, dépendance intacte. Chaque élection rejoue la même pièce où le vainqueur est toujours connu d'avance, et le peuple, réduit au rôle de spectateur, attend une liberté qui n'entre jamais en scène. Mais une rumeur traverse les frontières. L'esprit de dignité venu du Burkina Faso souffle désormais jusque dans les quartiers populaires de Yaoundé. Comprendre ce mouvement, c'est comprendre comment une génération décide enfin de ne plus mendier son destin, mais de le forger. Un peuple lucide n'a plus besoin d'autorisation pour exister. Et si, derrière cette colère calme, se préparait le véritable tournant du continent? En 2025, le taux de participation officielle au Cameroun a chuté sous les 50%, un record d'abstention qui raconte plus qu'il ne cache. Derrière les chiffres polis des bulletins, la fatigue d'un peuple s'étire. 4 décennies sous le même nom, le même visage, la même promesse différée. Dans les rues de Douala et de Yaoundé, la jeunesse ne réclame plus des réformes, mais la fin du simulacre. Les pancartes n'évoquant pas des partis, elles appellent des mots anciens: justice, dignité, mémoire. Les slogans des étudiants ne citent plus Paris ni Washington. Ils répètent celui du capitaine burkinabé: le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Car depuis qu'Ibrahim Traoré a refusé l'aide conditionnelle et rappelé les troupes étrangères, une autre idée du courage circule, celle d'une Afrique qui se regarde dans son propre miroir. Les murs de Yaoundé se couvrent désormais de fresques à son effigie, peintes à la hâte avant l'aube. Pour la première fois, les artistes locaux traduisent la politique en couleurs, et non en slogans. Les cafés, jadis pleins de murmures prudents, bruissent de débats sur la souveraineté et le prix de la peur. Même les plus vieux admettent que quelque chose a basculé. Le silence n'intimide plus. Ce basculement, discret mais irréversible, transforme la lassitude en lucidité. Le Cameroun découvre qu'une génération née sous la censure parle désormais la langue du refus. Et dans cette transition fragile, un souffle venu de Ouagadougou traverse la savane et dit: « Vous n'êtes plus seul ». À Douala, Myriam, 24 ans, enseignante sans contrat, suit les nouvelles du Sahel sur son téléphone fissuré. Elle dit qu'elle n'a jamais vu de chef d'État parler comme un soldat, sans lire, sans trembler. Pour elle, Ibrahim Traoré n'est pas un modèle politique. C'est un rappel de dignité. Quand il déclare que la liberté ne se négocie pas, Myriam arrête de murmurer ses frustrations. Elle commence à les enseigner. Autour d'elle, des camarades montent des groupes d'études baptisés Sankara 2.0 où l'on lit, débat et rêve en public. Ces cercles minuscules deviennent des foyers de cohérence. Refuser la corruption à l'école, questionner la peur à la maison. Même les policiers de quartier, jadis tout-puissants, baissent le ton. Ils savent que les regards changent. Les conversations prennent des accents d'insoumission-traitement. On n'attend plus des ordres, on échange des idées. Et dans ce climat fragile, les premiers signes se multiplient. Un maire qui démissionne, une radio locale qui ose inviter des étudiants, un pasteur qui cite Sankara au sermon du dimanche. Rien de spectaculaire, tout de subversif, car la révolte ne s'écrit pas toujours en cris. Parfois, elle s'apprend à voix basse. Ce murmure collectif est déjà une fracture. Tout commence un matin d'avril, lorsque les chiffres officiels des élections tombent, 53,66% pour Paul Biya. Les écrans d'État annoncent la victoire. Les radios célèbrent la stabilité. Mais dans les rues, personne n'applaudit. À Yaoundé, les étudiants de l'université de Ngoa Ekele accrochent des banderoles. Nous ne sommes pas des chiffres. La police intervient avant midi, gaz lacrymogène, arrestation, silence forcé. Et pourtant, quelque chose ne retombe pas. Les vidéos circulent sur Telegram, puis sur TikTok. Un étudiant en larmes cite Ibrahim Traoré. Sa voix tremble, mais ses mots résonnent. Le pouvoir se prend, pas se mendie. En moins de 24 heures, le clip franchit le million de vues. Les hashtags s'allument. Souffle du Sahel. Sankara renaît. Jeune Métis plus. Le lendemain, des marchés ferment spontanément à Douala.
Les commerçants ne manifestent pas. Ils s'asseyent au sol, drapeaux pliés, bouche cousue. Cette scène muette devient virale. Les journaux étrangers parlent de protestations symboliques, mais sur le terrain, tout le monde comprend. C'est le refus qui s'organise. Les lycéens suivent, les enseignants rejoignent, puis les syndicats. Chaque jour, une nouvelle profession arrête de coopérer. Non pas par haine, mais par épuisement. Les slogans changent, de démission à souviens-toi de Ouagadougou. Car le nom d'Ibrahim Traoré devient un code, un mot de ralliement discret. Il incarne la preuve qu'un autre ton, une autre verticalité sont possibles. Fin avril, la capitale étouffe sous les coupures d'électricité. Les communications ralentissent, les plateformes sont filtrées, les journalistes expulsés. Mais le feu est déjà trop large pour être contenu. Des soldats postés à Yaoundé refusent de tirer. Des prêtres abritent des étudiants blessés. Des femmes cuisinent pour les manifestants. Chaque quartier devient une enclave de courage ordinaire. Le pouvoir multiplie les communiqués. Le peuple, les silences éloquents. Le point culminant survient le 3 mai. Les foules convergent vers la place de l'Indépendance. La marche n'a pas été autorisée. Pourtant, des milliers avancent, torches allumées, sans slogan, sans chef. Des drones survolent la ville. Des coups de feu éclatent, dispersant la foule. Mais la peur ne reprend pas. Ce soir-là, sur les réseaux, un message anonyme s'affiche. L'Afrique n'attend plus les sauveurs. Elle s'éveille. Le lendemain, Ibrahim Traoré publie une allocution courte. À ceux qui marchent pour leur dignité, souvenez-vous, la souveraineté n'est pas une faveur, c'est une charge. Ces mots circulent comme un mot d'ordre. Non pas d'insurrection, mais de conscience. Et c'est là que réside le basculement, quand la peur change de camp. Avant la dernière élection, le taux de participation dépassait encore 68%. 3 mois plus tard, il s'effondre sous les 47%. Ce n'est pas seulement une abstention, c'est un signal de rupture. Dans un pays où chaque vote servait de rite d'obéissance, ne plus voter devient un acte politique. Près de 62% des jeunes interrogés déclarent ne plus croire à la démocratie d'importation. Derrière ce pourcentage, une fatigue morale, celle de participer à un théâtre dont les acteurs ne changent jamais. Plus de 40% des enseignants ont refusé de superviser les bureaux de vote dans certaines régions. Ce n'est pas une rébellion ouverte, mais un refus collectif de cautionner la répétition. Le nombre de pages et groupes locaux sur les réseaux sociaux pro-souveraineté a doublé en 6 mois. Ces communautés ne parlent plus de partis, mais de principes. Indépendance, intégrité, mémoire. Ces chiffres ne sont pas sortis d'un rapport officiel. Ils émergent d'une observation du réel. Les conversations changent de ton. Les prières du vendredi intègrent désormais des mots de justice sociale. Les sermons du dimanche reprennent les citations de Sankara et d'Ibrahim Traoré. Le débat public, jadis confisqué, se décentralise. Les influenceurs politiques ne sont plus les conseillers d'ambassade, mais les poètes et les professeurs. Le vocabulaire même évolue. Aide devient alliance, dépendance devient traîtrise. Et chaque mot redéfini fissure l'édifice de l'obéissance. Ce basculement s'observe aussi économiquement. Les ventes de produits importés chutent de près de 18% dans les marchés urbains. À la place, les coopératives locales voient leur chiffre d'affaires croître de 12%. Un simple transfert de confiance. Acheter local devient une déclaration d'existence. L'impact culturel suit. Des rappeurs citent Ouagadougou dans leurs refrains. Des affiches murales affichent la devise de Traoré. Nous sommes debout parce que nous nous souvenons. La mémoire se transforme en marché, l'identité en économie. L'effet le plus frappant reste social. Selon une estimation d'ONG, près de 70% des jeunes urbains affirment avoir discuté pour la première fois de souveraineté africaine dans leur foyer. Ce chiffre n'existait pas il y a 5 ans. Il ne mesure pas la révolution. Il mesure la fin de l'amnésie. Ainsi, l'enseignement d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à un discours. Il devient un indicateur collectif, un thermomètre du réveil continental. Et si les institutions ne l'ont pas encore compris, la société, elle, a déjà pris de l'avance. Les sceptiques affirment que cette ferveur ne durera pas. Selon eux, les élans de souveraineté finissent toujours par retomber dès que les sanctions économiques frappent. Ils rappellent l'histoire. Quand un peuple dépend du blé, du carburant ou des prêts étrangers, le courage finit par coûter trop cher. L'ordre, disent-ils, est une forme de paix, la stabilité, un moindre mal. Leur argument paraît raisonnable. Mieux vaut l'illusion de la sécurité
que la vérité du chaos. Mais la génération actuelle ne partage plus ce calcul. Elle a grandi dans la désillusion, non dans la guerre. Elle ne rêve pas d'affrontement, mais d'autonomie. Elle sait que l'économie mondiale punira les insoumis, mais elle a vu que la soumission, elle aussi, appauvrit. Entre mourir de faim ou mourir d'oubli, beaucoup choisissent la mémoire. C'est ce qu'Ibrahim Traoré nomme la dignité comme infrastructure, une base sans laquelle rien ne tient. Les diplomates occidentaux, eux, invoquent la prudence. Ils redoutent que le modèle burkinabé contamine la région. Ils parlent de risques de contagion politique, de perte de partenaires fiables. Mais la réalité est plus simple. Le discours de Traoré fonctionne parce qu'il répond à une fracture psychologique, pas idéologique. Il ne promet pas la prospérité immédiate. Il réhabilite la cohérence. Et cela, aucun embargo ne peut l'étouffer. L'autre contre-argument évoque la peur du vide. Que viendra-t-il après? Or, dans les cafés de Yaoundé, les jeunes répondent déjà « Nous viendrons, nous ». Ils ne cherchent pas un chef, ils se cherchent eux-mêmes. Le pouvoir cesse d'être un trône. Il redevient un verbe. Et quand un verbe remplace un trône, plus rien n'arrête la phrase. Le silence n'est plus neutre. Ce que le régime appelait « calme », le peuple le nomme désormais « complicité ». Ce que les diplomates louaient comme « stabilité », les jeunes le voient comme « paralysie ». Le langage lui-même s'est inversé. Chaque mot officiel devient un mensonge dévoilé. Et dans cette inversion du sens, la peur perd son vocabulaire. C'est ici qu'intervient la révélation. Le modèle d'Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un homme fort, mais d'une parole forte. Il n'a pas conquis par les armes, mais par la cohérence. Son arme est la phrase qu'on n'oublie pas. Un peuple qui se souvient est déjà libre. Ces mots circulent de marché en marché, de salle de classe en cours d'école, traduits, détournés, répétés, jusqu'à devenir un code moral. Alors que les autorités camerounaises parlent d'ordre, la rue parle d'honneur. Et dans ce dialogue de sourds, un basculement s'opère. La légitimité quitte les palais pour habiter les consciences. Dès qu'une idée se loge dans la mémoire, aucun canon ne peut l'enchasser. Dans les quartiers populaires, les discussions changent de ton. Les habitants ne se plaignent plus de la misère. Ils en analysent les causes. Les marchés bruissent de slogans peints à la main. La souveraineté nourrit mieux que les promesses. Les jeunes, autrefois fascinés par les départs, rêvent désormais d'ancrage. L'influence d'Ibrahim Traoré agit comme un antidote au fatalisme. Il montre qu'un peuple peut cesser d'attendre pour commencer à bâtir. La méfiance envers les circuits étrangers s'est muée en opportunités économiques. Des coopératives agricoles surgissent autour de Bafoussam. Des ateliers de tissage relancent le coton camerounais. Les micro-entrepreneurs appellent cela « économie de dignité ». Les importations de farine et d'huile chutent, mais la confiance dans les produits locaux croît de près de 15%. Chaque sac vendu devient un geste politique. Les partis d'opposition, longtemps timides, reprennent la parole sous pression de la rue. Certains députés refusent de voter des budgets dictés par l'étranger. Des maires indépendants expérimentent des budgets participatifs. Et, phénomène inédit, des officiers à la retraite signent une tribune saluant le courage institutionnel d'Ibrahim Traoré. La fracture entre pouvoir légal et légitimité morale devient visible. Elle traverse même l'armée. Les chancelleries occidentales parlent désormais de « risque Traoré ». Le concept circule dans les notes diplomatiques. Il désigne la propagation d'une souveraineté contagieuse. Mali, Niger, Guinée, Cameroun, les lignes bougent. À Bruxelles, on redoute une défrancisation du Sahel 2.0. À Ouagadougou, on répond par une phrase. Ce n'est pas la rupture, c'est la guérison. Les organisations panafricaines, jadis symboliques, retrouvent un rôle stratégique. La jeunesse réclame une union non d'élite, mais de peuple. Partout, les conséquences s'additionnent. Économiques, sociales, psychologiques. Le réveil ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en posture. Ce que les dirigeants appellent instabilité, les peuples appellent rééquilibre. Et derrière ce mot-clé, une conviction s'enracine. La dignité est devenue une valeur mesurable. Les prochains mois décideront si le Cameroun transforme la colère en cohérence ou la fatigue en chaos. Car toute révolution morale affronte un moment de vertige avant de trouver son équilibre. Le pouvoir maintient le contrôle institutionnel, les manifestations s'espacent, mais la parole publique ne revient plus en arrière. Les jeunes continuent d'organiser des cercles citoyens, les artistes gardent la flamme symbolique. L'État promet des réformes de façade, sans toucher au fond.
Le pays reste calme en surface, mais la désobéissance devient culturelle, lente, méthodique. C'est la transition silencieuse, celle qui prépare l'inévitable. Sous la pression sociale et diplomatique, une transition politique s'amorce. Les élites comprennent qu'elles doivent négocier, non réprimer. Des figures nouvelles émergent, venues des universités, des syndicats, de la diaspora. L'exemple d'Ibrahim Traoré inspire un changement par le bas. Assainir, avant de reconstruire. Les investisseurs africains remplacent les intermédiaires étrangers. La confiance régionale se renoue. Le Cameroun devient laboratoire d'une souveraineté pragmatique. Les autorités, paniquées, choisissent la répression. Les coupures d'Internet s'intensifient. Les arrestations se multiplient. Les alliances étrangères se durcissent. L'économie informelle s'effondre. Les prix explosent. Les jeunes reprennent le chemin de l'exil. Mais cette fois, la fuite n'est pas l'oubli. C'est la graine de la revanche. L'exilé forme un réseau de mémoire. Et tôt ou tard, cette mémoire revient. Un peuple peut perdre un vote, jamais une leçon. À Yaoundé, les étudiants parlent moins de diplômes que de direction. Ils savent que les frontières de la liberté ne se tracent plus sur des cartes, mais dans les esprits. Sur les murs de leur campus, les graffitis citent Ibrahim Traoré aux côtés de Sankara. Le courage, c'est la cohérence. Pour beaucoup, ce nom devient un repère moral, non un slogan. Ils comprennent qu'étudier n'a de sens que si l'on ose penser par soi-même. Dans les usines, les chauffeurs de mototaxi, les maires de marché, tous ressentent le même frisson. Ce n'est pas la politique qui les anime, mais la fatigue de l'humiliation. On n'attend plus que l'État nourrisse. On apprend à cultiver, à réparer, à partager. Les communautés de quartier s'organisent, des caisses solidaires naissent, les voix s'élèvent sans porte-parole. Et dans ces gestes minuscules, la souveraineté devient quotidienne. Depuis Paris, Bruxelles, Montréal, des jeunes Camerounais et Burkinabés relaient les mêmes vidéos, les mêmes phrases. Leur nostalgie devient énergie. Ils n'idolâtrent pas Ibrahim Traoré. Ils y lisent la preuve qu'un Africain peut parler fort sans permission. Chaque débat sur YouTube, chaque podcast, chaque tweet réécrit l'image du continent. La distance n'est plus un exil, mais une extension du combat. Ce n'est pas un phénomène politique. C'est une contagion de respect de soi. Appeler la dépendance par son nom, soumission. Tant qu'un peuple n'ose pas dire ce qu'il vit, il le subit. Les universités et médias locaux peuvent instaurer des ateliers de langage pour redéfinir les mots du pouvoir. Créer des fonds communautaires à échelle de quartier, agriculture, artisanat, recyclage. Mesurer non la richesse, mais la résilience. Combien de familles survivent sans importation? Mettre la souveraineté au programme scolaire, non comme idéologie, mais comme hygiène intellectuelle. Ibrahim Traoré insiste, on ne construit pas un pays avec des spectateurs. Les écoles, les églises, les mosquées doivent redevenir des lieux de débat. Échanger entre villes du Sahel et du Golfe de Guinée. Marchés communs, coopératives transfrontalières. Mesurer le progrès non en PIB, mais en interdépendance volontaire. Musées, archives, chants, manuels. Tout ce qui rappelle que la dignité a un passé. Sans mémoire, la souveraineté s'évapore au premier vent. La solution n'est pas ailleurs. Elle pousse déjà dans la parole libérée. Myriam, l'enseignante de Douala, marche chaque matin devant la fresque qu'elle a peinte avec ses élèves. Sous le visage d'Ibrahim Traoré, elle a écrit 3 mots. Mémoire, courage, cohérence. Chaque jour, la pluie efface un peu la peinture, mais pas la signification. Les enfants demandent pourquoi elle ne la refait pas. Elle répond « Parce que ce qui s'efface ici doit renaître en vous ». Dans tout le pays, les mêmes gestes minuscules s'accumulent. Une chanson, une main levée, une phrase transmise. C'est ainsi qu'une révolution se consolide, non par les armes, mais par la continuité du sens. Le Cameroun apprend à parler sans crier, à résister sans fuir. Et dans le souffle de ce réveil, l'Afrique tout entière se reconnaît. Car ce n'est pas seulement un cri national, c'est un écho continental. L'écho d'un homme, d'un peuple, d'un principe, la dignité. Le feu ne brûle pas toujours, parfois, il éclaire. L'histoire qui s'écrit à Yaoundé n'est pas celle d'un pays isolé. Elle appartient à tous ceux qui refusent de dormir debout. Chaque regard levé, chaque mot libre devient une pierre du même pont. Et de l'autre côté de ce pont, une Afrique nouvelle attend d'être nommée. Ibrahim Traoré le dit sans détour. Le courage ne s'hérite pas, il s'exerce. Alors,
que chacun prenne sa part, enseignants, ouvriers, étudiants, croyants. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une discipline quotidienne. Elle se mesure à la façon dont nous traitons notre voisin, dont nous racontons notre histoire, dont nous refusons le mépris. Aucune capitale étrangère ne peut définir cela à notre place. La question n'est plus « qui nous sauvera ?», mais « que ferons-nous de cette lucidité qui commence ?» Parce qu'un peuple éveillé ne demande pas l'avenir, il le fabrique.